Bonjour à tous, nous sommes le lundi 9 février et bien évidemment en ouverture du journal du jour, nous allons parler de l'humiliation, du massacre, que dis-je, de la correction qu'a infligé le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Un classique qui était attendu, d'autant plus qu'on avait eu le trophée des champions qui nous montrait que cette rencontre pouvait être intéressante. Et bien ici, elle a été, on va dire, divertissante si vous êtes parisien, mais en termes de football, il y avait une différence abyssale. On reviendra également sur une autre rencontre de Ligue 1, mon FC Nantes qui s'est retrouvé perdant face à l'Olympique Lyonnais, et définitivement je veux pas être défaitiste, mais on peut dire que pour les Nantais ça sent la Ligue 2. Et puis on ira du côté de l'Angleterre pour la troisième et dernière rencontre qui sera débriefée aujourd'hui, celle entre Liverpool et Manchester City. Et pour conclure le journal, deux dossiers très différents, d'un côté Mercato et qu'ils disent, de l'autre la renaissance de Thomas Lemar, même si, bon vous allez le voir, c'est plus symbolique qu'autre chose. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. L'humiliation historique de l'Olympique de Marseille va laisser des traces et me remettre en question quelques profils. J'espère qu'il y aura des remises en question en tout cas parce que c'est nécessaire. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est une victoire qui est étincelante. Ousmane Dembélé a dit qu'ils avaient peut-être lancé leur saison avec ça. Est-ce qu'il faut le croire? Est-ce qu'il faut se dire que c'est bon, on a le retour du grand PSG? Eh bien en tout cas, c'était un grand match du PSG. Voici les compos qui étaient alignés. Un match notable à 2 titres pour Dembélé justement. Déjà car il a été énorme avec 2 buts dont un très grand et une passe décisive, un pressing fou, mais surtout il a été moins trouvé que 33 ballons touchés en 75 minutes. À titre de comparaison, à Newcastle, c'était 86 ballons touchés. T'avais moins la progression, mais ça reste notable. L'autre homme du match, c'est Nuno Mendes. Le Portugais, sur son côté, a été absolument impérial. Il a complètement annihilé ses adversaires, Greenwood notamment, mais même offensivement, s'il a peut-être pas été aussi visible qu'à l'accoutumée, chacune de ses montées était pertinente, était propre, et c'est vraiment un match référence pour ce joueur. Du côté de l'Olympique de Marseille, comment ne pas parler de la défense centrale? C'est simple, tes 3 centraux ont été absolument catastrophiques. J'ai envie de pointer du doigt Balerdi plus que les autres, mais c'est un tel naufrage que ça va être dur de ressortir un nom. Et j'ai l'habitude de dire que Roberto De Zerbi me déçoit avec cet Olympique de Marseille. Je vais pas le dédouaner pour cette rencontre, bien évidemment, parce que si ces défenseurs centraux font des erreurs, c'est aussi parce qu'ils les mettent pas dans des conditions qui leur permettent d'exprimer leur football. C'est pas des tocards de base, ces joueurs, mais ici ils ont tellement failli à leur tâche que j'ai envie de dire que tu pouvais pas faire grand chose avec ça. Et en plus, devant, ça a pas été beaucoup plus efficace du côté de Marseille. T'attends Greenwood dans ce genre de grande rencontre, c'est un joueur de talent, mais alors là, il a tout essayé. Il a été d'un côté, puis de l'autre, puis un peu plus axial, mais finalement, il s'est cassé les dents absolument partout. Et ça a été un match où Marseille a pris une leçon, parce que des bons Marseillais, il y en avait pas, des bons Parisiens, il y en avait partout. J'ai envie de dire que c'est aussi simple que ça. Les stats de la rencontre vous montrent qu'il y avait finalement absolument aucun débat, c'était largement mérité, tout était en la faveur de Paris. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on peut pas juste dire ouais mais c'est normal, le PSG ils sont sur une autre planète. Non. L'Olympique de Marseille a réussi à tenir tête à Paris au cours des dernières rencontres. Le trophée des champions, c'était un match plutôt équilibré et Marseille était très très loin d'être ridicule. Mais alors ici, t'es dans une crise de confiance, visiblement. Les joueurs sont pas au niveau et Roberto De Zerbi, tu le vois en conférence de presse, t'as l'impression qu'il a plus les armes, il a plus les moyens, il sait plus quoi essayer pour relancer son groupe et j'en suis bien désolé, mais c'est son rôle. Donc si au bout d'un moment il voit qu'il est dans une impasse, ça commence à être très préoccupant pour Marseille. Les conséquences sur le classement général, elles sont très visibles. Commençons par Paris, qui ne lâche rien face à la pression des Lensois, mais le vrai sujet, c'est surtout Marseille, qui chute du podium, mais c'est une sacrée contre-performance vu leur début de saison. C'est absolument terrible, et franchement, je sais pas ce qu'il faut faire du côté de Marseille pour redresser la barre, mais il va falloir le faire vite. Le visuel qui annonce littéralement la descente. On peut dire que le community manager du FC Nantes était inspiré, franchement bien joué pour la métaphore, et la première étape de la descente pour Nantes, elle est là, défaite face à l'Olympique Lyonnais, et vous savez ce que c'est le pire, c'est que c'est sans doute, dans le même temps, le meilleur match que j'ai vu de la part de mes Nantais depuis déjà pas mal de temps. Voici les compositions qui étaient alignées, et le pire c'est que t'étais en avantage numérique dès la 61e, Hendrick pêche par son problème habituel, à savoir le contrôle de ses nerfs, il se fait expulser sur une action qui est un peu bordélique, disons-le clairement, mais en attendant, je crois qu'on tient là son premier match raté du côté de l'Olympique Lyonnais. Et à côté de ça, forcément, le FC Nantes a eu des occasions, le FC Nantes a pu avoir un petit peu d'espoir, mais
Le FC Nantes n'a pas réussi à être réaliste. On pourra me dire que Nantes a touché 3 fois les poteaux. On pourra me dire que Nantes est une équipe à qui ça arrive beaucoup cette saison. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. Quand on dit « Ah, c'est dommage, t'as mis un poteau à quelques centimètres, c'était cadré et ça pouvait faire but », oui, mais à quelques centimètres, c'était aussi un tir qui n'était pas cadré. Au bout d'un moment, les grands attaquants, ça marque des buts. Les attaquants qui ont des problèmes de finition, ça met des poteaux. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a ce mal récurrent du côté de Nantes. Mais t'as pas réussi à profiter de ta supériorité numérique. Hein. Mostafa Mohamed, par exemple, fait un match mais qui est claqué au sol. J'ai pas d'autres termes, mais sinon, en termes de jeu, tout n'a pas été mauvais pour les Nantais. Le Penant, par exemple, c'est un jeune joueur plein de talent et il l'a montré dans une configuration où Nantes est en avantage numérique. Il a réussi à faire parler son football et c'était intéressant, mais au bout d'un moment, l'Olympique Lyonnais semble être dans une si bonne dynamique. Alors c'est peut-être leur 3e match d'affilée où je les trouve moins bons, mais je parle de bonne dynamique parce que t'as des équipes qui, même quand elles sont moins bonnes, sont capables d'aller chercher des résultats. C'est ça qui te permet d'avoir des très bonnes places au classement, d'aspirer parfois à un titre. C'est pas forcément le fait d'être fort dans tes temps forts, mais de quand même gagner dans tes temps faibles, et c'est exactement ça qu'on a vu du côté de Lyon. Alors évidemment, la victoire lyonnaise est méritée, et les statistiques montrent qu'ils ont plus de buts attendus, mais franchement, c'était un match intéressant pour Nantes, mais c'était un match qui donne cette conséquence au classement général. L'OL monte sur le podium, la remontée cette saison est complètement folle, et Nantes est désormais relégable, plus seulement barragiste, relégable, et désormais l'objectif pour les Nantais c'est de viser la place de barragiste, parce qu'au-dessus c'est bien trop loin, et franchement, même pour les barrages je suis pas confiant pour Nantes, moi ça me fait très peur. Tout ruiné en seulement 10 minutes. La situation de Liverpool, c'est un peu toi qui vas à un date Tinder, tout se passe à merveille, mais dans les 10 dernières minutes, tu sors une dinguerie et tu ruines toute la bonne impression que tu avais laissée jusqu'à présent. Eh bien, c'est un peu ce que je vais retenir de ce match où les Reds se sont fait crucifier en prenant 2 buts après la 84e minute. Il y a de quoi rager, mais finalement, c'est pas non plus volé de la part de Manchester City. Voici les compositions qui étaient alignées. C'est Haaland et Bernardo Silva qui ont été les bourreaux. Les deux signent d'ailleurs de très bons matchs, mais c'est Donnarumma que je retiens le plus, très bon, notamment en arrêtant quelque chose à la toute fin. Il y a Kuzanov qui a été fraîchement élu joueur du mois de janvier pour Manchester City, qui par contre s'est pris un petit accident avec Donnarumma, on va dire ça comme ça, c'est fort regrettable, mais ça n'empêche pas que le portier italien choisit son match de bon augure. Ça a été une rencontre assez intéressante pour Manchester City, une bonne entrée de Ryan Cherki, mais à la base, tu pensais vraiment que c'était Liverpool qui allait le faire avec Szoboszlai, qui est sans doute leur homme de la rencontre, même s'il finit expulsé. Il fait un coup franc qui est tellement exceptionnel que j'ai même pas envie de charger Donnarumma, qui se retrouve à être pantois devant ça, mais franchement, Szoboszlai était hyper dangereux sur son côté droit, mais en fait, ce qui a manqué à Liverpool par rapport à Manchester City, c'est du réalisme. Les deux équipes tirent à peu près le même nombre de tirs dans l'absolu, sauf que la qualité des occasions est fortement différente. Florian Wirtz, c'est toujours pas ça, Hugo Ekitike, c'est pas Erling Haaland, donc c'est sur ça que se fait sanctionner Liverpool. Et Liverpool, cette saison, ça commence à être compliqué, ils sont 6e de Premier League, 39 points, devant c'est déjà à 43, à 44. De son côté, Manchester City se met toujours à rêver de rattraper Arsenal, mais il faudra vraiment une série de contre-performances de la part des Gunners. On commence à avoir un équilibre durable dans cette Premier League. La très bonne nouvelle pour la Juventus, elle est là, la prolongation de Yildiz jusqu'en 2030, et je trouve que c'est vraiment un exploit parce que le jeune Turc était courtisé par les plus grands clubs du monde. Moi, je vais être honnête avec vous, je le voyais bien partir de la Juventus parce que finalement, c'est un joueur qui du haut de ses 20 ans est déjà plus grand que la vieille dame à mes yeux, parce que la Juventus, sans vouloir manquer de respect au club, c'est évidemment plus un grand club européen actuellement avec ses résultats, mais c'est même plus un grand club italien. C'est 4e cette saison, c'était 4e l'année dernière, 3e l'année encore d'avant. Évidemment, c'est un club intéressant, c'est un club mythique, c'est un club qui a une histoire absolument fabuleuse, mais sur les performances sportives pures et dures, c'est pas dans le milieu de l'Europe, c'est pas dans le milieu de l'Italie, alors que Yildiz de son côté, à son poste, à son âge, il est dans les tout meilleurs du monde. C'est un ailier qui est capable de faire la différence au dribble, qui est extrêmement virevoltant, qui est imprévisible, qui balle au pied, va vraiment faire avancer son équipe. Finalement, il représente toutes les qualités que la Juve n'a pas vraiment en ce moment. Donc je le redis, le prolonger jusqu'en 2030, garder ta plus grosse valorisation de l'effectif, c'est un gros coup pour la Juventus, parce que si la vieille dame veut revenir au top, évidemment, il faut réussir ses mercatos, et là on pourra amener bien des commentaires sur ce qui a été fait au cours des derniers mois, mais il faut aussi réussir à garder tes talents. Reste que moi j'ai toujours la même position, c'est que Yildiz
il est peut-être un peu grand pour cette Juventus. C'est un joueur qui a que 20 ans, c'est que sa 3e saison du côté de la Juve où il joue vraiment, donc on peut se dire qu'il a le temps, et moi à mes yeux 2030 c'est loin. C'est une fin de contrat qui verra pas à la Juve. Je pense qu'il sera cédé avant, mais au moins ça permettra à la vieille dame d'aller chercher un beau chèque. Donc franchement, saluons ce move qui est une belle réussite, je le redis. Le retour des enfers, Thomas Lemar a marqué, et c'est un but qui pourrait sembler anodin, parce que finalement à l'échelle de sa carrière, c'est le 34e en club, mais c'est surtout le premier but qu'il marque depuis 3 ans. Autant vous dire qu'il y avait une alerte enlèvement, des SOS disparition autour de Thomas Lemar, sauf que voilà, il retrouve du temps de jeu du côté de Girona où il est prêté depuis le mercato estival, et depuis l'année 2026, on le voit enchaîner les rencontres. Je vais être honnête, si c'est pas tout le temps fabuleux, tu sens que c'est encore un joueur qui a besoin de reprendre du rythme, bah ça fait quand même plaisir. Alors, je fais pas cette vidéo pour vous dire « Ah mon dieu, Thomas Lemar, est-ce qu'il peut être dans les joueurs qui postulent à la Coupe du Monde 2026 ?» Non, 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 on se calme, absolument pas. Je le redis, moi il m'impressionne pas forcément sur ce que j'ai vu de ces rencontres, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que Thomas Lemar, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur que je revois du côté de l'AS Monaco. Je me redis qu'il a un potentiel fabuleux, je cligne les yeux et là on se retrouve en 2026 et il a 30 balais. Où sont passées ces dernières années? On a tendance à les caricaturer en disant qu'il a été tout le temps blessé, et oui il a été beaucoup blessé, mais quand vous regardez le nombre de matchs manqués par saison, il n'a pas non plus été absent non-stop, sauf que la réalité c'est que du côté de l'Atlético, comme pas mal de joueurs avant lui, la greffe n'a jamais vraiment prise, il a jamais été à la hauteur des attentes de Diego Simeone, il a eu quelques moments intéressants, mais il se compte sur les doigts d'une main, et finalement c'est un joueur qui est en errance depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, au cours de ce prêt, il repratique son métier de footballeur, il arrive à reclaquer un but, ça me fait hyper plaisir pour lui. C'est pas un enjeu équipe de France, c'est pas un enjeu, il va revenir à l'Atlético en pleine forme, il va transformer l'équipe, j'espère plus du tout ce genre de truc, mais je repense au Thomas Lemar que j'aimais tant du côté de Monaco, et ça me fait plaisir de voir que parfois il reste un petit peu de ce joueur, donc franchement, qu'il s'amuse là-bas. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, nous parlerons d'un sujet qui risque d'être foireux en termes d'actualité. Je vous le dis tout de suite, je vais pas faire une devinette, on va parler d'Habib Beye. Parce que j'ai vraiment envie de parler de la situation du côté du Stade Rennais, sauf qu'à l'heure où j'enregistre la vidéo, nous sommes durant la matinée, nous sommes lundi matin, et on annonce que l'avenir d'Habib Beye pourrait être scellé au cours de la journée. Donc vous le voyez, le truc où je tourne la vidéo et finalement on a la décision définitive en mode il est gardé ou il est viré juste après la publication de ma vidéo, ou pire, juste avant que je la mette en ligne. Ce sera un classique côté timing, je le sens venir gros comme une maison, mais de toute façon ça changera pas mon analyse sur la situation, quelles que soient les conséquences et les conclusions que tire la direction rennaise sur Habib Beye. Moi j'ai envie d'en parler, et je peux vous le dire, j'ai beaucoup de critiques à faire à l'encontre d'Habib Beye, mais ce sera vraiment pas une vidéo à charge, bien au contraire. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.